Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de génie logiciel. Aujourd'hui, nous allons aborder le diagramme le plus important, l'un des diagrammes, le plus important dans la modélisation avec UML, c'est le diagramme de classe. Nous allons comprendre juste c'est quoi les diagrammes de classe, pourquoi nous devons utiliser les diagrammes de classe et quelles sont les différentes façons de modéliser les objets avec le diagramme de classe. Un objet, on peut le définir comme étant une entité concrète avec une identité bien définie qui encapsule un état et un comportement. Donc, l'objet encapsule un état et un comportement. Donc, un état, ça représente les différentes valeurs d'attributs que possède l'objet et le comportement sera représenté par de méthodes. Donc, lorsque je regarde par exemple ici l'objet ma voiture, d'accord, ici des voitures comme classe, voiture est caractérisée par la marque, le modèle, l'immatriculation, d'accord, la date de première immatriculation, le kilométrage et une fonction kilométrage annuel. Lorsque vous regardez marque, la valeur pour mon objet c'est Renault. Modèle, c'est Mégane. Voilà la plaque d'immatriculation et la date à laquelle ça a été enregistré pour la première fois. Actuellement, le kilométrage est à 125 000 et il y a une fonction qui caractérise aussi ma voiture. Donc, je peux créer un autre objet qui serait par exemple autre voiture et je lui donnerai aussi des attributs marque, modèle selon les caractéristiques de cette voiture. D'accord? Donc, on peut avoir des objets qui seront ici de la même famille qu'on appellera classe, mais ces deux objets ont des valeurs complètement différentes. Ils ont des attributs différents. Donc, un objet peut être une instance d'une classe. Maintenant, la classe elle-même, qui est comme le générateur d'objets, c'est un ensemble d'objets, d'accord, qui partagent les mêmes attributs. Donc, les objets qui partagent les mêmes attributs, les mêmes opérations, les mêmes méthodes, les relations et les contraintes, ces différents objets seront regroupés autour d'une classe. C'est comme on dit par exemple la famille. Donc, les gens qui appartiennent à une même famille possèdent le même nom de famille, ont le même ADN, ont le même sang et sont de même tribu si on peut aller dans les détails des tribus. D'accord? Mais chacun porte son propre nom, prénom par exemple, chacun peut avoir sa propre taille, la couleur des yeux, ainsi de suite. Donc, une classe peut posséder des attributs ou des méthodes des classes. D'accord? D'autres classes peuvent être attributs d'une autre classe. Donc, on commence d'abord par définir c'est quoi une classe. OK? Après avoir défini la classe, nous pourrions par la suite générer, instancier des objets d'une classe tels que ma voiture, autre voiture, ta voiture, ce sont les objets d'une classe. Donc, lorsque vous créez une classe avec l'UML, vous dessinez un rectangle que vous divisez en trois parties. La première partie, ça sera le nom de la classe. Par exemple, je vais créer une classe qui s'appelle animal. À place de voiture, ça sera animal. Quels sont les attributs qui vont caractériser ta classe? Par exemple, le nom, la taille, l'âge, la durée de voyage. Donc, n'importe quel paramètre qui va t'aider à retrouver les informations de ton objet. Lorsque nous travaillons sur un dossier, par exemple étudiant, un étudiant est caractérisé par quoi? Par le nom, par l'âge, l'année de scolarité, donc toutes les informations nécessaires. Et la troisième partie, ce sont les différentes fonctions qui vont t'aider à manipuler ces attributs ou à calculer d'autres valeurs. Donc, vous avez trois parties. Pour certains niveaux, on peut juste se focaliser sur deux parties, le nom et les attributs. Mais plus on avance dans une classe, il nous faut ces trois compartiments qui doivent définir notre classe.
Donc, le lien entre les diagrammes d'objets et les diagrammes des classes. Donc, une structure statique d'un système en termes d'objets et des liens entre ces objets. Quand on a le diagramme d'objets, on a les différents objets qui sont reliés par des relations. D'accord? Et ces objets et ces liens possèdent des attributs qui possèdent des valeurs. Par exemple, j'ai créé une personne, Étienne. Quand vous créez un objet, c'est toujours le nom de l'objet, deux points suivis du nom de la classe. Et la deuxième partie, ce sont les attributs et les valeurs. Donc, quand on représente un objet, on ne représente pas la partie méthode. On se focalise juste sur le nom de l'objet, après suivi des attributs instanciés avec des valeurs. Donc, par exemple, ici, Étienne, c'est une personne, l'âge égal à 35 ans, et en relation avec Jean-Luc, qui est une personne, l'âge aussi, c'est 25 ans. Quelle est la relation? C'est que Étienne est un collaborateur de Jean-Luc, et Jean-Luc, c'est le patron d'Étienne. Donc, quand je vais lire une relation, par exemple, Jean-Luc par rapport à Étienne, je vais lire la valeur qui est placée de l'autre côté. Donc, Jean-Luc, c'est le patron d'Étienne. Étienne, c'est le collaborateur de Jean-Luc. Ça, c'est le diagramme d'objets. D'accord? La relation entre les différents objets. On peut faire aussi une relation réflexive, ce qui est aussi une abstraction, en disant que une personne peut avoir plusieurs collaborateurs et un collaborateur ne peut avoir qu'un seul patron. D'accord? Mais vu qu'il y a une flèche, on nous dit l'essence de lecture. Une personne emploie 0 ou plusieurs collaborateurs et un collaborateur est employé par un seul patron. Donc ça c'est au niveau des diagrammes des classes, donc c'est l'abstraction. Et si on l'amène au niveau des diagrammes d'objets, c'est cette relation. Collaborateur et patron, les deux ce sont des personnes, donc ça peut avoir une relation réflexive. Ce n'est pas toujours une relation réflexive, mais au moins vous devez comprendre la relation entre classe et objet. Donc quand on est dans la classe, on est dans l'abstrait. Quand on est dans l'objet, on instancie les valeurs et on essaie de voir comment ces valeurs sont reliées. Donc un objet est une instance d'une classe et un lien est une instance d'une association. Donc le lien ici, c'est l'instance de cette association. Lorsque vous définissez les diagrammes des classes, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez trois parties. La première partie, c'est le nom de la classe. La deuxième partie représente les attributs. Et la troisième partie, les opérations. Donc, dans le nom de la classe, vous avez par exemple la voiture. Dans la partie attribut, vous avez par exemple la couleur, cylindrée, vitesse maximale. Et dans la partie méthode, les opérations qu'on peut avoir, vous avez démarrer, accélérer, freiner. D'accord? Donc, vous avez les différents attributs que vous pouvez mettre en place. Le nom de l'attribut, ça sera le type de l'attribut qui est égal à la valeur initiale. Donc, si on déclare un attribut, on va toujours faire suivre l'attribut de 2 points, les types de l'attribut. Et s'il y a une valeur initiale, on va mettre égale valeur initiale. La valeur initiale n'est pas obligatoire. Par exemple, la couleur souvent on l'écrit sous forme de chaîne de caractères. Donc, en anglais, on utilise souvent la notation en anglais, c'est les strings. Donc, on va mettre couleur 2 points string. Et s'il y a une couleur par défaut, par exemple, égale rouge, vous mettez entre simple côte rouge. D'accord? Donc, chaque valeur, par exemple, vitesse maximale, 2 points, vous pouvez mettre float, d'accord? Et ou bien vous mettez integer, qui veut dire les entiers, et égale la valeur. Donc, on va précéder chaque attribut du type. S'il y a une valeur initiale, c'est bon. Maintenant, concernant les opérations, le méthode, la notation de méthode, c'est quoi? C'est le nom de l'opération que vous avez ici, par exemple, démarrer. Entre parenthèses, ici, il n'y a aucun argument, mais on peut avoir des arguments. Un ou plusieurs arguments. Au cas où vous avez des arguments, comment ces arguments-là vont s'écrire? Les arguments, ça sera le nom de l'argument, comme on faisait pour les attributs. 2 points les types, et s'il y a une valeur par défaut. De la même manière qu'on déclarait les attributs, de la même manière qu'on va déclarer les arguments. Et s'il y a plusieurs arguments, vous les séparez par des virgules. S'il n'y a pas une valeur par défaut, juste le nom de l'argument suivi
du type de l'argument. La troisième des choses qui est importante, ça concerne les attributs et les méthodes, ce sont les visibilités. D'accord? La visibilité va définir l'accession à la variable ou bien aux différentes méthodes. Est-ce que je peux lire la valeur de l'attribut? Est-ce que je peux modifier la valeur de l'attribut? Qui peut modifier? Qui ne peut pas modifier? Qui peut exécuter une fonction? Qui ne peut pas exécuter une fonction? D'accord? Pour cela, il faut définir ce qu'on appelle des visibilités. Vous avez déjà vu ça en programmation Java ou en C++, mais on réitère quand même. Donc, il y a trois types de visibilité. Donc, il y a le public, il y a le protégé et il y a le privé. Donc, quand j'ai une visibilité publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un signe plus qui est devant moi, d'accord, le signe plus, vous avez dit public, sinon certains vont écrire clairement public. Vous avez le choix d'écrire public ou de mettre plus, mais c'est mieux de mettre les symboles, ça vous réduit de l'espace. Plutôt, ça vous permet d'économiser en espace. Plus veut dire quoi? L'élément est visible à tous les clients de la classe. Ça veut dire n'importe quelle classe qui va utiliser la classe voiture pourra voir l'attribut qui est public, pourra lire, pourra modifier. D'accord? Privé, je vais sauter protégé, je vais parler d'abord de privé. Privé, ça veut dire que seulement les éléments de la classe qui peuvent voir cet élément-là. Les gens qui sont en dehors ne peuvent pas. C'est comme si vous êtes à l'intérieur de la voiture, que vous pouvez voir ce qui est dans la voiture. Si vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas voir. Et protégé, c'est que les gens de l'extérieur ne peuvent pas voir ce qui est protégé à une seule condition. Pour voir les éléments à l'intérieur, il faut être une autre classe qui est dans une relation de sous-classe. On appellera ça plus tard l'héritage. D'accord? Donc, les descendants d'une classe peuvent voir les attributs protégés. Mais si je ne suis pas descendant d'une classe, même si je suis en relation avec cette classe, je ne peux pas voir les attributs protégés. Donc, il y a trois niveaux. Donc, quand vous voyez les dièses, c'est protégé. Ça veut dire que c'est privé par rapport aux gens de l'extérieur. C'est public par rapport à mes descendants. Ça veut dire qu'ils peuvent accéder à cela. Donc, ce sont les trois niveaux de visibilité. Souvent, vous allez remarquer. La deuxième chose que vous devez savoir, ce sont les associations, les relations entre les classes. D'accord? Une classe peut être en relation avec elle-même. Une classe peut être en relation avec une autre classe, une ou plusieurs classes, et une classe peut être aussi sans relation. Mais en réalité, quand vous modélisez un projet, vous avez plusieurs classes et souvent ces classes-là sont en relation. Vous ne trouverez pas une classe indépendante. Sinon, ça ne servira à rien. OK? Les classes souvent sont en relation. Si je ne suis pas en relation avec une autre classe, je peux être en relation avec deux ou plusieurs classes. Donc, chaque relation, on appelle ça association. Il y aura un verbe qui va caractériser ou un mot qui va caractériser la relation ou l'association. Par exemple, le constructeur avec le véhicule. D'accord? Donc, la relation, l'association, c'est la relation construire. Quand il y a une flèche, ça vous indique le sens de lecture. D'accord? Donc, un constructeur construit des véhicules. D'accord? Ça veut dire le véhicule, c'est un produit créé par le constructeur. Maintenant, quand on veut lire la relation véhicule et constructeur, voilà la flèche qui est en bas. Ça nous dit le sens de lecture. Donc, le véhicule a été construit par le constructeur. C'est-à-dire, la relation, c'est les fabricants. OK? On peut aussi avoir deux classes qui ont plusieurs associations et chaque association signifie une chose différente. D'accord? Un véhicule, par exemple, peut transporter des passagers. C'est la relation passager-véhicule. On peut aussi avoir entre une personne et véhicule la relation conducteur. Une personne conduit le véhicule. On peut aussi avoir la relation de possession. Une personne possède le véhicule, c'est-à-dire le propriétaire. D'accord?
Donc, vous pouvez avoir plusieurs relations. Ces relations-là seront symbolisées par le mot qui indique et le sens de lecture. Une personne, par exemple, une entreprise emploie des employés, ça veut dire des personnes. Une personne dirige une société, ça veut dire dirige une entreprise. Et une personne possède une entreprise, c'est l'actionnaire de la société. Donc, vous avez des différentes relations. Donc, lorsque nous avons des objets, il faut identifier la relation. Comment on identifie la relation? C'est simplement en lisant le problème, l'énoncé ou le diagramme des cas d'utilisation ou le diagramme des séquences ou le diagramme d'activité. C'est-à-dire en lisant les énoncés ou les détails, disons, la description textuelle, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, quand on dit un étudiant peut avoir un ou plusieurs ordinateurs. D'accord? Un étudiant peut avoir un ou plusieurs ordinateurs. C'est la relation de possession. Donc, j'ai un étudiant, je représente, par exemple ici, le modèle étudiant, et je représente l'ordinateur, et j'ai la relation. Donc, le sujet et le complément constituent mes objets, et le verbe qui les relie constitue l'association. D'accord? Un étudiant peut avoir un ou plusieurs ordinateurs, possède un ou plusieurs ordinateurs. Donc, là, il y a une relation entre un étudiant et l'ordinateur. Donc, la relation, c'est posséder. Je vais mettre la flèche pour dire, on va lire dans ce sens-là. L'étudiant possède l'ordinateur. Maintenant, comment je vais modéliser un ou plusieurs? On appelle ça cardinalité de l'association. On verra ça tout à l'heure. Cardinalité ou multiplicité des associations. Donc, si je vais représenter un et un seul, je mets juste 1. 0 ou 1, c'est 0, espace 2 points, espace 1. M et N, par exemple, 5 à 20, donc je vais mettre 5, 2 points, 20. Mais 0 ou plusieurs, j'ai deux possibilités. Si je mets étoile tout court, c'est 0 ou plusieurs. Comme je peux aussi insister 0, 2 points, étoile pour dire 0 ou plusieurs. Mais si je vais dire 1 ou plusieurs, c'est 1, 2 points, plusieurs. 20 ou plusieurs, 20, 2 points, étoile. D'accord? Je peux insister sur les différentes valeurs. Donc, vous avez la possibilité d'insister sur la multiplicité de l'association ou bien cardinalité. Mais seulement la notation, si vous avez fait un peu de la méthode Mérise, la notation au niveau du MCD, c'est complètement différent de la notation au niveau de l'UML. D'accord? Par exemple, ici, quand je vais exprimer la multiplicité des sociétés et personnes, je vais dire par exemple des sociétés emploient plusieurs personnes. Donc, je vais écrire ça vers l'objet, tout près de l'objet de relation. D'accord? Société emploie 0 ou plusieurs personnes. Mais une personne est quoi? Travail est employé par une seule société. D'accord? Quand je vais lire la personne par rapport à la société, je mets la cardinalité ici, tout près de la société. Quand je vais lire la société et la personne, je mets la cardinalité ou la multiplicité tout près de quoi? De personne. Donc comme ça sera plus facile de comprendre. D'accord? À ne pas confondre avec ce qu'on fait dans la méthode MCD de Mérise. Donc, vous avez plusieurs types d'associations. D'accord? Il y a des associations qui sont simples, que vous pouvez représenter. Et il y a des associations qui sont compliquées. D'accord? Il faut vraiment chercher à comprendre de quoi il s'agit. La première type d'association, on peut placer l'agrégation. D'accord? Quand on parle de l'agrégation, c'est-à-dire qu'il y a une relation d'appartenance entre deux objets. Et dans le type d'agrégation, on parle souvent des
l'association transitive. Donc, une voiture est composée par exemple de moteurs et le moteur est composé des courroies, alors la voiture est composée des courroies. D'accord? L'agrégation, c'est une relation transitive. Si moi, je possède tel objet et l'objet en question possède d'autres objets, donc je possède le sous-objet en question. Donc, c'est une transition. X implique Y, Y implique Z, donc X implique Z. Mais ce n'est pas une relation symétrique. Si X implique Y, cela ne veut pas dire Y implique X. Ce n'est pas symétrique, l'agrégation. Par exemple, si une voiture est composée de moteurs, le moteur ne peut pas être composé de voitures. D'accord? Il n'y a pas de symétrie, il y a juste la transition. Une association aussi peut être réflexive, ça veut dire pointe sur l'objet en question, la classe elle-même. Donc, une fonction peut être composée d'autres fonctions, un sous-ensemble, d'autres sous-ensembles. Donc, une classe a un rôle dans une association. Le rôle porte sur des multiplicités, c'est-à-dire les différents nombres que je vous ai expliqués, 0, 1, 1, n, 0 à plusieurs, 1 à plusieurs. Donc, lorsqu'on veut par exemple modéliser une relation, ok, vous pouvez regarder par exemple la relation entre commande et société de transport. Donc, une société de transport peut traiter 0 ou plusieurs commandes et une commande peut être traitée par 0 ou une seule société de transport. Une société de transport affrète un ou plusieurs véhicules. Le véhicule est affrété par 0 ou une seule société de transport. D'accord? Et le véhicule, lui, est conduit par un ou deux chauffeurs. D'accord? Mais le chauffeur, lui, ne peut que conduire aucun ou un seul véhicule. D'accord? Donc, vous avez ici cette relation. Mais on peut, par exemple, changer cette relation d'association et ramener ça à une autre relation. Par exemple, la société est en relation avec véhicule, affrète un ou plusieurs véhicules. Le véhicule, lui, peut être conduit par 0 ou plusieurs chauffeurs. Et le chauffeur peut conduire 0 ou plusieurs véhicules. Donc, quand vous avez maintenant une relation, c'est comme une relation plusieurs, l'association peut aussi avoir maintenant ce qu'on appelle la classe d'association. D'accord? Période de conduite. D'accord? On peut avoir cette classe d'association. Donc, vous avez véhicule, vous avez chauffeur et vous avez cette relation. 0 plusieurs peut nous donner la relation d'association. Ok? Donc, lorsque vous placez des attributs, vous placez des associations, donc tenez en compte, par exemple, la relation entre étudiant et diplôme. Un étudiant peut avoir aucun ou plusieurs diplômes. Donc, chaque diplôme est caractérisé par une mention. Un diplôme est associé à un seul étudiant. Un étudiant peut réaliser 0 ou plusieurs travaux. Alors, un travail réalisé par 0 ou plusieurs étudiants quand vous travaillez en binôme, en trinôme. Mais comme c'est une relation plusieurs, donc l'association aura aussi sa classe. Parce que ça sera la troisième classe qui sera générée. Donc, vous avez noté la valeur. Et vous pouvez aussi avoir la relation entre un étudiant et une chambre. Ça veut dire un étudiant dans le campus peut avoir 0 ou une chambre. Et une chambre ne peut être possédée que par un étudiant. Bien sûr, si on a une personne par chambre. D'accord? Donc, modéliser un problème, c'est comprendre tous les objets qui sont en relation, ressortir ces différents objets et ressortir les relations et schématiser ces relations. Donc, si vous avez par exemple la phrase « Un étudiant possède un ou plusieurs ordinateurs », j'ai déjà deux classes, la classe étudiant, la classe ordinateur. D'accord? Un étudiant suit un cours. Donc, j'ai la relation entre l'étudiant et le cours, donc je vais modéliser le cours par une classe et je vais mettre la relation. D'accord? Et s'il y a une multiplicité, je vais insister sur les valeurs. Pourquoi? Parce que plus tard, nous allons transformer ces différentes classes qui sont
pour l'instant abstrait, ce sont des diagrammes, en quelque chose de concret qui sera matérialisé par le code pour faire le programme, ou bien en table dans une base de données. Donc, les relations sont très importantes pour nous montrer quels sont les attributs qui vont se déplacer d'une classe à une autre, comme clé étrangère ou bien comme clé principale. D'accord? C'est pour cela que vous avez besoin de ces différentes relations. Les contraintes, on peut les ajouter en bas. Entre accolades, on met les contraintes pour insister sur la lecture de la relation. D'accord? Par exemple, ici, un étudiant peut posséder 0 ou plusieurs comptes. Une personne, pardon, dans une banque, je peux avoir 0 ou plusieurs comptes. Je n'ai aucun compte bancaire, comme je peux avoir plusieurs comptes bancaires. Maintenant, si je vais insister sur ordonner, d'accord? Donc, je vais insister sur comment je vais lire cela. OK? Deux relations. Une classe est composée des parents d'élèves. Une classe aussi est composée de délégués, 0 plusieurs délégués. Mais si ces deux relations ont des contraintes, je peux dire que les délégués font partie de quoi? De parents d'élèves. C'est un sous-ensemble. D'accord? Les délégués sont des sous-ensembles des parents d'élèves. Donc, c'est une façon de lire la contrainte. Une personne peut être l'université composée de 0 ou plusieurs enseignants. L'université aussi est composée de 0 ou plusieurs étudiants. Pour ne pas que on ait une situation d'étudiant égale à enseignant, on peut mettre entre les deux la flèche pour dire ou exclusif. Ça veut dire soit on est enseignant ou on est étudiant. On ne peut pas être les deux à la fois. D'accord? Ce sont les contraintes qui peuvent se manifester entre les deux relations. D'accord? Retenez bien que dans certaines relations, on peut mettre des contraintes juste pour dire que ce qui ne peut pas se faire ou ce qui doit se faire. Dans la relation, il y a la relation d'agrégation. D'accord? Si vous avez l'agrégation, ça veut dire que le livre est constitué de un ou plusieurs chapitres. D'accord? Ordonné, ça veut dire il y a l'ordre, ça vient selon l'ordre, donc ce n'est pas en désordre. Le livre, le chapitre, lui aussi est composé de un ou plusieurs paragraphes qui sont aussi ordonnés. D'accord? Donc, regardez bien le losange ici. Ça veut dire une relation d'agrégation. Maintenant, quand j'ai le losange que j'avais représenté avant, je le remplis de noir. D'accord? C'est hachuré en noir. Ça, on appelle ça la composition. La composition, c'est une agrégation qui est forte. D'accord? C'est une dépendance existentielle forte. Si homme n'existe pas, on ne peut pas avoir de tête. Ici, si le livre n'existe pas, on peut encore avoir des chapitres. Tant qu'on n'a pas encore fini de rédiger notre livre, on a encore quelques chapitres. Mais si le livre n'existe pas, on peut avoir encore des chapitres. Mais ici, dans la composition, si l'homme n'existe pas, on ne peut pas avoir de tête. S'il y a une relation telle que, de dépendance telle que si le principal n'existe pas, tous les dépendants ne vont pas exister, c'est la composition. Donc, il faut représenter ça par ce losange en noir. Mais s'il y a une relation telle que si le principal n'existe pas, les autres peuvent exister. Donc, comme une maison est le mur, s'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de mur. C'est une composition. OK? Donc, il y a plusieurs relations que vous allez trouver. Il y a des relations d'agrégation. Il y a des relations de composition. Agrégation, ça peut être aller dans l'agrégation, la composition. Il y a les associations, c'est des relations simples, c'est juste une association. D'accord? Et la troisième relation qu'on appelle la généralisation, c'est l'héritage. D'accord? Cette relation avec les triangles, donc si vous avez bien vu, vous avez une droite simple qu'on a appelée l'association. Vous avez une droite simple avec l'extrémité en losange, ce blanc.
Donc là, c'est l'agrégation. Un losange colorié en noir, c'est la composition. Le triangle tout court, c'est la généralisation. D'accord? Si vous retenez ces trois relations, vous pouvez lire n'importe quel diagramme de classe qui vous sera présenté. Il suffit juste de regarder quelle est la relation qui relie les deux classes. Est-ce que c'est juste une association, c'est une composition, c'est une agrégation ou bien c'est une généralisation qu'on appelle héritage. OK? Donc, la factorisation des éléments communs d'un ensemble de classes dites sous-classes dans une classe plus générale dite superclasse. Donc, on factorise les éléments communs d'une classe dite sous-classe dans une classe plus générale. Donc, ici, par exemple, les sous-classes, c'est quoi? Voiture, camion, avion. Comme les trois ont en commun certains attributs, on peut créer une classe générale qui regroupe ces éléments communs. C'est la classe véhicule. Donc, on peut créer la classe véhicule et on dit que voiture est une généralisation de véhicule, camion est une généralisation de véhicule, avion est une généralisation de véhicule. Et je représente ça par deux flèches. Par exemple, le paiement, on peut payer par carte bancaire, on peut payer par chèque ou on peut payer en espèces. Ce sont des généralisations. Donc, ici, si c'est paiement, je vais dire ici paiement par chèque, paiement par carte bancaire, paiement en espèces. D'accord? Chaque sous-classe n'est pas obligé de reprendre les méthodes de la classe principale parce que c'est automatique. Et chaque sous-classe va juste définir ses propres méthodes ou ses propres attributs. Parce que déjà par défaut, toutes les méthodes et les attributs qui appartiennent à la classe mère sont déjà dans la classe fille. D'accord? C'est ça l'avantage de l'héritage. Ça nous permet de répéter les mêmes informations plusieurs fois. D'accord? Donc, elle signifie que la sous-classe est un ou est une sorte de superclasse. Donc, ça, on a une superclasse. D'accord? Et les autres, ce sont des spécialisations. Donc, des classes qui héritent de la classe principale, qui généralisent la classe principale. Donc, nous allons terminer avec cet exemple pour juste voir comment la classe est modélisée. Donc, si vous regardez cette classe, vous avez une relation entre plusieurs classes, d'accord? Un projet est composé de quoi? Parce que c'est une relation de composition. Un projet est composé de un ou plusieurs problèmes. Le problème est résolu par zéro ou plusieurs études. Et il y a une relation entre études et les simulateurs. D'accord? L'outil de simulation. En même temps aussi, l'étude est en relation avec elle-même. Donc, une étude est complétée par une autre étude. Et une étude est suivie d'une autre étude. Ok? On peut avoir plusieurs relations. On a aussi la relation entre problème et simulateur et projet. Donc, ça, ce sont des associations. Et des flèches qui sont à côté, c'est juste pour indiquer le sens de lecture. Si vous remarquez problème, on a déclaré des attributs. Le titre, l'objectif, le délai, le prix, niveau de priorité. Et problème, on a aussi des méthodes. Pareil pour étude, pareil pour... on a des attributs, on a des méthodes. Mais lorsque vous regardez outils simulation, il n'y a pas d'attributs, il n'y a que des méthodes. Lorsque vous regardez projet, le projet a des attributs, le nom du projet, le numéro du projet et la date de début du projet. OK? Et de méthode. Donc, lorsque vous lisez un problème, comme vous allez faire bientôt dans les TD et TP, premièrement, il faut ressortir les différents objets que vous avez remarqués. On identifie les objets dans des phrases en regardant le sujet et le complément. D'accord? Ce sujet et complément vont vous aider à ressortir l'objet. Le verbe qui relie ces sujets et les compléments vont désigner l'association et de là vous allez aussi ressortir la multiplicité. Donc quand vous avez un problème qui est posé, on vous parle par exemple d'une bibliothèque. Voilà, une bibliothèque est gérée par un gérant et une bibliothèque est constituée d'un ou plusieurs livres. Chaque livre contient telle information.
un abonné doit s'inscrire pour retirer un livre. Donc, j'ai des informations, j'ai la bibliothèque, j'ai l'information gérant, c'est une personne. En même temps, j'ai un abonné, c'est une personne. Donc, abonné et gérant, les deux peuvent être de spécialisation de la classe personne. D'accord? Je peux faire cette abstraction-là. Et par après, la bibliothèque est composée d'un ou plusieurs livres. Chaque livre est caractérisé, c'est les attributs. D'accord? Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux emprunter un livre. Donc ça, ce sont les méthodes qu'on peut faire sur un livre. Donc emprunter, on peut remettre le livre qui a été emprunté. Donc, ce sont les méthodes. Donc en lisant le problème, je peux faire ressortir du problème les différents objets, d'accord? Les différents objets qui vont devenir plus tard mes classes et les relations entre ces classes. Donc je vous invite à relire ces cours pour comprendre les différentes notions qui ont été abordées. Donc, depuis les diagrammes des cas d'utilisation, le diagramme des séquences, le diagramme d'activité, le diagramme des classes. Donc, à ce niveau, nous pouvons dire bye à CDG3, mais on continue toujours avec CDL1. Donc, nous avons appris au travers de ces cours comment nous pouvons modéliser un problème, d'accord, informatique en utilisant la méthode IML et le langage IML. Et le langage IML contient plusieurs diagrammes et ces diagrammes-là représentent une situation particulière. Par exemple, le diagramme des cas d'utilisation, c'est pour ressortir le besoin d'un système. On veut connaître de quoi il s'agit. Pourquoi nous avons besoin d'un tel système? Quels sont les besoins? Quels sont les utilisateurs? En posant ces questions-là, nous ressortons les besoins et nous devons détailler cela parce que jusque-là, c'est juste une phrase, c'est pour livrer une pizza. Bon, on ne connaît pas les détails de livrer une pizza. Donc, le diagramme de séquence et d'activité vont nous aider à bien comprendre livrer une pizza, c'est quoi et qui sont les acteurs impliqués et chaque acteur fait quoi. Et le diagramme de classe, pour ces cas d'utilisation, va ressortir les différents objets qui sont en relation et la relation entre les clients, la relation entre la pizza, la relation entre les différents ingrédients. Donc, c'est une relation qui sera mise en place et cette relation va nous aider plus tard, avec les diagrammes des classes, à faire ce qu'on appelle la programmation. Donc, dans la partie implémentation, je vais traduire les diagrammes des classes en base de données pour stocker les informations et je vais traduire les diagrammes des classes en classe d'objets dans le langage orienté objet, Java, C++ ou autre, pour modéliser les différentes entités qui seront en relation dans la programmation. Donc, je vous invite à réviser ces cours et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous subscribe au channel. Et à chaque fois que vous avez des questions, posez-moi, je suis prêt à vous répondre. Donc, je vous dis bye et à bientôt.